À 78 ans, j'ai fait quelque chose que ma famille n'a pas compris. J'ai rencontré une femme, j'ai eu une relation avec elle, puis j'ai tout rompu. Non pas qu'elle ait été mauvaise, mais parce qu'un soir, dans ma propre cuisine, j'ai soudain réalisé, je suis un invité chez moi. J'ai été marié pendant 44 ans. Margaret est partie. Et puis, ce furent les conseils, tous aussi bien intentionnés les uns que les autres, ceux de ma fille, de la voisine, et même du médecin. Mais personne ne m'a dit combien coûte réellement une nouvelle relation après 70 ans. Qu'est-ce que vous perdez réellement lorsque vous pensez gagner quelque chose? À 78 ans, je sais ce que coûte l'amour. Pas en argent, pas en temps, mais en ce que l'on abandonne de soi-même sans s'en rendre compte. Après la mort de Margaret, je suis restée silencieuse pendant 5 ans. Je buvais mon café, je m'occupais de mon jardin, je lisais. On appelait ça de la solitude. Moi, j'appelais ça la vie. Puis la pression est arrivée, d'abord discrètement, puis de plus en plus fort. Ma fille. Mon voisin Werner. Même le médecin. Tous disaient la même chose, formulée différemment, tu ne devrais pas être seul. Comme si la solitude était un diagnostic nécessitant un traitement. J'ai rencontré Ingrid. Elle était intelligente, indépendante et veuve, elle aussi. Les premiers mois se sont très bien passés, de vraies conversations, sans faux semblants ni impatience. Je pensais que ce serait différent. Je pensais qu'à cet âge-là, on sait enfin ce qu'on fait. Mais je n'avais pas compris qu'à 70 ans, on porte en soi tout son vécu, les pertes, les habitudes, les besoins inavoués qu'on a du mal à exprimer. Une nouvelle relation se heurte à une vie déjà accomplie. Et cela devient un problème, lentement, presque imperceptiblement. Elle m'envoyait des textos le matin. Des messages gentils, des petites photos. C'était adorable. Puis il y a eu d'autres messages. Puis des appels si je n'avais pas répondu immédiatement. Je laissais souvent mon téléphone à l'atelier parce que je ne voulais pas être dérangé, ce n'est pas du rejet, c'est juste ma nature. Mais elle l'a interprété comme un repli sur soi. Et plus elle agissait ainsi, plus j'avais l'impression de devoir me justifier pour des choses qui font simplement partie de moi. C'est à ce moment-là que la plupart des gens réalisent trop tard, quand on commence à s'excuser pour sa propre vie. Un soir de février, elle était assise sur mon canapé, regardant une vidéo à plein volume sur son téléphone. J'étais dans la cuisine en train de me préparer un thé. Et soudain, ce sentiment m'a envahi, plus clair que jamais, j'étais un invité chez moi. Non pas parce qu'elle avait mal agi, mais parce que deux vies entières ne coexistent pas simplement dans un seul appartement, juste parce qu'on le souhaite. Mes couteaux de cuisine avaient disparu. Un tapis étrange trônait dans le couloir. Des détails, certes, mais à mon âge, un appartement n'est pas qu'un simple appartement. C'est le lieu que Margaret et moi avons construit ensemble. Le lieu où je sais où se trouve chaque chose. Le lieu où je suis moi-même. Ce que j'ai appris, c'est une chose que j'aurais dû savoir plus tôt, solitude et silence sont deux choses différentes. La solitude est une souffrance, je le sais depuis les premiers mois qui ont suivi la mort de Margaret. Le silence, lui, est un choix. Je suis seul, mais je ne suis pas solitaire. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la distinction que la plupart des gens ne font jamais, car ils fuient trop vite le silence se réfugiant dans la compagnie, dans la distraction, dans une relation qui, en réalité, est censée apaiser la peur de la solitude, et non le cœur. Si vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui, si votre famille ou vos amis vous disent que vous avez besoin de quelqu'un, posez-vous honnêtement la question, souhaitez-vous une relation ou voulez-vous que cette pression cesse? C'est une question importante. Et la réponse déterminera comment vous avez vécu les dernières années de votre vie, les avez-vous vécues pleinement ou comme si elles avaient appartenu à quelqu'un d'autre? Il y a une différence que personne ne m'a jamais expliquée, ni mes parents, ni mes amis, ni même les années elles-mêmes. Je ne l'ai comprise qu'après la disparition de Margaret, lorsque je me suis retrouvé véritablement seul pour la première fois de ma vie. Pas seulement seul un instant. Pas le temps d'un week-end. Mais seul comme dans une pièce sans mur. La solitude est douloureuse. Ce n'est pas une métaphore, c'est une souffrance physique. On mange irrégulièrement, on dort mal, on s'assoit devant la télé le soir sans même savoir ce qu'on regarde. Je connaissais ce sentiment. Les premiers mois après sa mort ont été comme ça. Son peignoir est resté accroché à la porte pendant 3 semaines parce que je n'arrivais pas à l'enlever, non pas par oubli, mais parce que l'enlever aurait signifié qu'elle ne reviendrait vraiment pas. Mais ensuite, à un moment donné, quelque chose a changé. Lentement, pas d'un coup. J'ai commencé à me créer une routine.
Me lever à 6h30. Préparer du café. M'asseoir à la table de la cuisine pendant 20 minutes, simplement à regarder dehors. Travailler dans l'atelier, raboter du bois, lire des ouvrages d'histoire. Et un matin, j'étais assis sous mon pommier, à ne rien faire, à écouter le vent, et j'ai remarqué que la douleur n'était plus là. Pas disparue. Mais transformée. C'est le silence. Pas la solitude. La plupart des gens comprennent cette différence trop tard, car le monde qui les entoure ne tolère aucun silence. Famille, voisins, médecins, tous ont des conseils bien intentionnés, tous disent la même chose, tu ne peux pas rester seul. Comme si la solitude était une maladie à soigner. Ma fille m'a poussé à rencontrer quelqu'un. Mon voisin Werner m'a même présenté une femme. Et j'ai dit oui non pas par envie, mais par besoin de tranquillité. C'était mon erreur. On cède à la pression et on appelle ça de l'ouverture d'esprit, mais en réalité, on fuit le silence parce qu'on ne lui fait pas encore confiance. La confiance se construit avec le temps. Le silence s'apprend comme une langue, au début, on ne comprend rien, c'est étrange et déstabilisant, et l'on a envie de retrouver ses repères. Mais ceux qui persévèrent, qui s'autorisent à être vraiment seuls sans lutter immédiatement contre cette solitude, découvrent quelque chose d'inexplicable, qu'on ne peut qu'expérimenter. Une liberté totale sur le déroulement de leur journée. Aucun compromis. Aucune explication. La sensation d'être un invité chez soi. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation où la solitude vous semble un échec, cessez de lutter contre elle un instant. Pas indéfiniment. Juste pour une matinée. Préparez votre café. Asseyez-vous à votre table. Regardez par la fenêtre sans rien faire ni résoudre. Cela paraît anodin, mais c'est le début de quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais, non pas par manque de désir, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé de considérer le silence comme un ennemi. J'ai 78 ans. Je vis seul. Et je ne vous dis pas cela pour vous réconforter, mais parce que c'est la vérité, je suis seul, mais je ne suis pas solitaire. Ce n'est pas de l'illusion. C'est une nuance que j'aurais aimé connaître plus tôt. Ma fille Sabine était bien intentionnée. Je tiens à le préciser d'emblée car il est important de comprendre qu'elle n'a pas agi par méchanceté, mais par peur. Or, les bonnes intentions et ce qui est juste sont deux choses différentes, et je n'ai vraiment compris cette différence qu'à l'âge de 78 ans. Après la mort de Margaret, les appels ont commencé à fuser. Non seulement de Sabine, mais aussi de Werner, le voisin, du médecin, de vieilles connaissances. Tous disaient la même chose, formulée différemment, tu ne devrais pas être seul. Comme si la solitude était un échec. Comme si ma vie sans une femme à mes côtés était incomplète, une ébauche qu'il manquait encore à achever. J'ai cédé à la pression. Non pas par envie, mais par besoin de tranquillité. C'est ce que la plupart des gens n'admettent pas, dire oui non par conviction, mais par épuisement. On dit oui pour que le téléphone cesse de sonner. Pour que les rides d'inquiétude sur le visage de sa fille disparaissent. Pour ne plus avoir à expliquer pourquoi on est assis seul dans sa cuisine, et pourquoi on s'en réjouit. J'ai rencontré Ingrid. Les premiers mois se sont très bien passés, des promenades tranquilles, de longues conversations, aucune animosité. Mais ensuite, quelque chose a changé, lentement, presque imperceptiblement. Elle a apporté un coussin. Puis un petit tapis. Puis elle a réorganisé mes couteaux de cuisine, trouvant cela plus pratique. Mes couteaux de cuisine, dans ma cuisine, dans l'appartement que Margaret et moi avions aménagé ensemble pendant des décennies. Cela paraît insignifiant. Je sais que cela paraît insignifiant. Mais à 78 ans, son propre appartement n'est pas qu'un meuble, c'est le dernier endroit où l'on s'appartient encore pleinement. Ce que je n'arrivais pas à exprimer à l'époque, c'est ceci, la pression familiale et sociale nous pousse à prendre des décisions qui paraissent raisonnables en apparence, mais qui sonnent creux au fond de nous. On suit ce que les autres considèrent comme une vie réussie et, ce faisant, on perd de vue ce qui nous donne véritablement du sens. La plupart des gens s'en rendent compte trop tard, c'est-à-dire lorsqu'ils sont pris au piège d'une situation qu'ils n'ont jamais vraiment désirée et qu'ils ne savent plus comment s'en sortir sans blesser autrui. La question qu'il faut se poser est en réalité assez simple. Est-ce que je fais cela par envie ou pour que les autres cessent de s'inquiéter? Ce sont deux motivations fondamentalement différentes, qui mènent à deux vies fondamentalement différentes. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation similaire lorsque les enfants appellent, lorsque le voisin est bien intentionné, lorsque le médecin fait une remarque, prenez un instant. Non pas pour dire non, mais pour examiner honnêtement si le « oui » que vous vous apprêtez à donner est vraiment le vôtre.
Car personne d'autre n'aura à en subir les conséquences. Seulement vous. Un après-midi tranquille de février, j'ai annoncé à Ingrid que je ne pouvais plus continuer. Elle a été blessée. C'était compréhensible, et je le regrette encore aujourd'hui. Mais ce soir-là, assise seule dans ma cuisine à préparer mon thé, une chose m'est apparue clairement, j'étais enfin chez moi. Non pas parce que quelqu'un était parti, mais parce que j'avais enfin cessé de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une sagesse que l'on trouve dans les livres. Elle ne provient que de la douleur d'être allé trop loin. Margaret est décédée un mardi matin. Pas de façon spectaculaire, pas subitement, elle s'est simplement éteinte, paisiblement, après 1 an et demi de lutte. J'étais là. Je lui tenais la main, et puis un silence pesant s'est installé dans l'appartement, comme un poids impossible à dissiper. Son peignoir est resté accroché à la porte pendant 3 semaines. Non pas que j'ai oublié de le décrocher, mais parce que je ne le pouvais pas. L'odeur était encore là. Et tant que cette odeur persistait, elle était encore là, d'une certaine manière. Voilà ce qu'est le deuil. Pas ce que l'on lit dans les livres, pas les 5 étapes décrites par d'autres. Le deuil, c'est comme un peignoir qu'on ne peut toucher. Le deuil, c'est comme cette chaise vide à table, celle qu'on regarde encore chaque matin. Ce n'est pas une sensation passagère, c'est un changement profond dans l'espace qui nous entoure. Ce que la plupart des gens comprennent mal, c'est que le deuil n'est pas un problème à résoudre. La famille est bien intentionnée. Les enfants appellent, le voisin fait des suggestions, le médecin évoque la solitude comme s'il s'agissait d'un diagnostic. Tout le monde veut aider, tout le monde veut que vous alliez mieux et c'est précisément là le problème. Car dans notre entourage, aller mieux signifie souvent arrêter de faire son deuil, passer à autre chose, rencontrer quelqu'un d'autre. Comme si le deuil était une phase à traverser pour pouvoir fonctionner à nouveau normalement. Mais le deuil n'est pas un état intermédiaire. Il fait partie intégrante de ce que vous avez vécu et celui qui l'ignore ignore aussi la personne qu'il pleure. Il m'a fallu près de 2 ans pour vraiment comprendre. Non pas comprendre au sens de lire ou d'entendre parler de cela, mais le ressentir profondément. Un matin, j'étais assise à la table de la cuisine, mon café à la main. Le ciel était gris, c'était un en novembre, et soudain, l'évidence m'a frappé, elle me manque, et c'est normal. Non pas comme une faiblesse. Non pas comme un problème à soigner. Mais comme la preuve que ces 44 années avaient eu un sens. Le chagrin n'était pas l'opposé de la guérison. Il en faisait partie intégrante. Ce qui vous retient vraiment, ce n'est pas le chagrin en lui-même, mais la honte d'être encore en deuil. L'idée qu'après 1 an, après 2 ans, vous devriez avoir tourné la page. Nombreux sont ceux qui ont intériorisé cette idée sans jamais se demander qui l'a décidé. Alors ils font semblant d'aller bien, se construisent une façade, laissent entrer quelqu'un d'autre dans leur vie, non pas parce qu'ils sont prêts, mais parce qu'ils ne supportent plus le silence. C'est à ce moment-là que vous vous perdez. Si vous en êtes là aujourd'hui, si votre entourage vous dit qu'il est temps, si vous-même sentez que vous auriez dû passer à autre chose depuis longtemps, alors laissez-moi vous dire les choses clairement, vous n'avez d'échéance pour votre souffrance envers personne. Ce que vous devez, c'est l'honnêteté. La question est de savoir si vous êtes vraiment prêt, ou si vous voulez seulement l'être parce que le silence est devenu insupportable. C'est une différence qui change tout. Margaret est partie. Je porte encore ce fardeau. Et j'ai appris qu'on peut être 2 choses à la fois, quelqu'un qui est en deuil et quelqu'un qui vit. J'ai toujours été un homme axé sur les tâches. Me lever le matin, résoudre des problèmes, prendre des décisions, voilà mon rythme pendant des décennies. En tant qu'ingénieur, on raisonne en termes de solutions. Si quelque chose ne fonctionne pas, on trouve le problème et on le répare. Cela m'a beaucoup apporté professionnellement. Mais cela m'a aussi appris que le silence est un problème qu'il faut résoudre. C'était mon erreur. Quand Margaret est morte, l'appartement est devenu silencieux. Pas le silence d'une douce soirée, mais le silence d'une pièce privée d'air. J'ai lutté contre ce silence. Avec la télévision, avec l'agitation, avec des projets jamais réalisés. Car j'ignorais que le silence n'est pas l'ennemi. Je ne l'ai tout simplement jamais appris, ni à 40 ans, ni à 60, ni même à 70. Ce que je sais d'aujourd'hui, personne ne me l'a dit. J'ai dû le découvrir par moi-même, lentement, presque à contre-cœur. C'était un mardi matin de novembre. Ciel gris, rue mouillée, rien de particulier. Assise à la table de la cuisine avec mon café, je contemplais le paysage. Pas de téléphone, pas de radio, aucune pensée en tête.
Juste le ciel bas et le silence de la cuisine. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. J'avais le sentiment d'être pleinement présente. Cela paraît simple. Ça ne l'est pas. La plupart des gens de mon âge n'atteignent jamais ce stade car ils cèdent trop tôt, à la pression familiale, à la peur de la solitude, au sentiment qu'une vie tranquille est une vie gâchée. La société nous dit que l'activité est synonyme de santé, que s'adonner à des activités prouve la joie de vivre, que quiconque reste seul chez soi a baissé les bras. C'est faux. Quiconque parvient à être seul avec soi-même sans fuir a accompli quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Mon jardin me l'a appris. Parfois, je m'assieds sur le banc sous le vieux pommier et je ne fais absolument rien. À 60 ans, c'était impossible, chaque heure devait avoir un but, chaque pause devait être justifiée. Aujourd'hui, je sais que m'asseoir sous cet arbre, ce n'est pas ne rien faire. C'est être pleinement présent. C'est le seul moment où je suis complètement avec moi-même, sans que personne ni rien ne réclame mon attention. Si vous lisez ceci en vous disant, ce n'est pas pour moi, j'ai trop de soucis, trop de problèmes, laissez-moi vous dire, c'est précisément pour cela que vous en avez besoin. Pas plus tard. Maintenant. Commencez petit à petit. 10 minutes le matin, sans téléphone, sans télévision. Juste une fenêtre et un café. Non pas pour vous détendre, ni pour atteindre un objectif précis, mais pour ressentir ce que c'est que d'être simplement présent. Au début, ça paraîtra étrange. Un vide, presque un malaise. C'est normal. On est tellement habitué à réagir, à être toujours opérationnel, que le silence est vécu comme un échec. Mais ce malaise finit par passer et ce qui demeure est indescriptible. À 78 ans, ma vie s'est réduite extérieurement, au sens propre du terme. Moins de rendez-vous, moins de monde, moins de bruit. Mais intérieurement, elle est plus riche que jamais. Non pas parce que j'ai trouvé quelque chose qui me comble, mais parce que j'ai cessé de chercher constamment à me réaliser et que ce que j'ai déjà me suffit. On n'apprend pas ça quand on est jeune. On ne peut pas l'apprendre tant que la vie ne nous y oblige pas. Je suis de nouveau assise seule dans ma cuisine. Le café est chaud, le ciel est gris au-dessus d'Anof et la maison est silencieuse. Pas ce silence pesant, non. Celui qu'on a mérité. Je n'ai pas toujours fait les bons choix dans ma vie. Il y a des choses que je ferais différemment. Mais cette paix et cette tranquillité, je ne les échangerai pour rien au monde. Ni contre la compagnie, ni contre les distractions, ni même contre des conseils, aussi bien intentionnés soient-ils. Tu viens au monde seul. Et à un moment donné, si vous êtes honnête avec vous-même, vous réalisez, c'est ainsi que les choses devaient toujours se passer.